Alors, effectivement, le graphisme Sonitech, c'est super chouette. Donc, je suis parti de là. Bravo, super graphisme. Et alors, qu'est-ce que c'est, ça, pour vous? C'est quoi? Du binaire? Ouais, j'entends du binaire. Je m'y attendais, en fait. C'est du binaire. Mais là, c'est la déformation professionnelle. On peut aussi le lire comme un vrai chiffre. En fait, c'est un nombre d'années. 10 ans. 10 ans de software craft. Ouais! Déjà! Donc, 10 ans de software craft déjà, et alors c'est quoi finalement le craft? Vous savez ce que c'est 10 ans plus tard, vous, vraiment? Alors, pour le faire ensemble, en fait, je vous propose de le faire avec un petit quiz, et que vous le voyez, voilà. Donc, si vous vous connectez sur menti.com et que vous tapez ce code 33 38 33 16, allez-y tout de suite avec vos machines, vous allez pouvoir répondre à cette question. C'est quoi le craft pour vous? Alors, est-ce une boîte à outils figée en 2009? Est-ce le professionnalisme trademark à l'état pur? C'est du sérieux. Hein. Est-ce que c'est une bannière marketing pour augmenter le TJM? Ou est-ce que c'est la réponse 4? Vous n'avez pas les bonnes questions? Ah merde. Ah mais je sais pourquoi, c'est parce qu'en fait je ne suis pas connecté. Voilà, et bien sûr, donc en fait ça ne va pas aller. J'ai complètement oublié ça, voilà. Ouais. Tout le monde le voit? Et je le fais. Voilà. J'ai pas mis d'espace. Et donc, maintenant, on va enfin pouvoir vraiment faire cette présentation de quiz. Je ne suis pas encore réveillé, moi. 9 h, c'est beaucoup trop tôt. À Paris, on commence tout à 10 h, en fait. Hein. Et donc, ici, si quelqu'un n'est plus devant l'écran, vous arrivez, vous connectez. Est-ce que vous avez la bonne question maintenant? Oui. Donc, on a des premières réponses sur la réponse 4. La réponse 2, 3... Oh là là! Donc la réponse 4, en fait, on laisse imaginer, mais c'est rien de tout le reste. On attend un petit peu, j'ai envie d'avoir quand même 150 réponses à peu près avant de voir. Donc il y en a quand même qui pensent que c'est une boîte à outils bloquée en 2009. Mais je vois qu'on est cynique. Hein. Mais il y a du vrai dans tout ça, c'est sûr qu'il y a du vrai. Ok, 160 réponses, on y est, donc la réponse 4 domine, donc ça reste une interrogation, c'est quoi le craft? C'est ça, ça reste une question. Super. Ben, ça tombe bien, puisqu'on va en parler pendant tout de suite. Donc finalement, c'est quoi le craft? Eh bien, le plus simple, c'est de revenir au début de l'histoire. Le début de l'histoire, ça tombe bien, je suis vieux, j'étais là, je suis donc le Grumpy Old Man pour raconter le truc. Il était une fois, il y a fort longtemps, en 99, quand j'ai démarré dans le métier, l'univers du développement logiciel, c'était pas très génial, c'était un peu glauque. C'était glauque comme ça, on avait des technologies, on avait des innovations. Bon, concrètement, de quoi je parle? Je parle des EJP. Je parle de toute cette complexité de l'époque, de cette complexité. JB1, c'était quand même quelque chose. Hein. Vous deviez, pour faire la moindre truc, il fallait faire 4 classes, un manifeste, des interfaces, et tout ça, tout ça. Et les vendeurs, ils en rajoutaient chacun leur truc. Nous, on fait ça en plus, nous, on fait ça en plus, nous, on fait ça en plus. Et en fait, ils partaient pas de rien. Juste avant, on avait Corba. C'était génial, Corba. C'est tout aussi simple. Mais comme tout ça, c'était compliqué, pour simplifier, on a ajouté des patterns J2E. Et donc, on a ajouté plein de structurations avec des factories, des DIO factories, des DIO ceci, cela. Et puis, côté gestion de projet, c'était génial aussi. On avait des gros cycles de 3 à 6 mois qui s'enchaînent. Et donc, votre projet faisait 2 ans en 4 cycles de 6 mois, par exemple. Ça vous rappelle des trucs? Qui était là encore? Il y en a qui ont vécu? Mais il y en a plein qui n'ont pas vécu aussi, ça. Et donc, les plannings, ça roule. Et donc, comment on se parle entre phases? On se parle par gros bouts de papier. Heureusement, des fois, on faisait quand même ce qu'on voulait, malgré le papier. Heureusement, pour que ça marche. Il y avait un autre truc aussi. Et là, je radote comme un vieux, effectivement. Il y avait aussi cette croyance qu'avec UML et MDA, on allait pouvoir générer le code. Vous savez pourquoi?
Parce qu'en fait, on pensait que coder, vous imaginez, on pensait que coder, c'est sale. En 2000, en 99, coder, c'est sale. Heureusement, bientôt, on n'aura plus besoin de le faire. Bon, bref, ouais, ça craignait vraiment en fait. Hein. Vous aimeriez vivre là-dedans encore? Et puis bien sûr, il y a l'éternel, celui-là, il n'est pas parti. Hein. Je vais faire du dev, mais c'est juste pour être chef de projet dans 2 ans. Bon. Alors heureusement, pendant ce temps-là, aux États-Unis, dans l'Oregon, à Portland, dans l'Oregon, il se passe des trucs bizarres. Là. Il y a un monsieur qui traverse la route en suivant un poisson. Donc à l'Oregon, surtout à Portland, c'est une ville où il se passe des trucs bizarres. Ils en ont même fait leur slogan. Keep Portland Weird. C'est très important. Ils l'écrivent partout, ils en sont fiers. Et quand je dis weird, c'est weird, comme ça, quoi. Baba cool, tout ça. Ils font des festivals aussi où on fait du vélo tout nu, des trucs weird, quoi. C'est bizarre, n'est-ce pas? C'est bizarre. Hein. Et donc ils ont aussi des gens bizarres qui font. Alors le bizarre, c'est contagieux. C'est ça qui est intéressant. Les contagions, plus il y a des gens bizarres, plus on ose faire des trucs bizarres. Et donc ce monsieur, c'est un architecte qui construit des vraies maisons. Il a construit l'université de Portland. Et il a inventé, il s'est dit, et si tout mon savoir, et si je le mettais sous des petites boîtes qu'on appellerait des patterns et qui permettraient à d'autres architectes de faire du meilleur travail et de récupérer mon expérience. Il s'avère qu'à Portland, il y avait aussi Ward Cunningham qui bossait chez Tektronix avec Ken Beck. Le Ward Cunningham que vous connaissez, ouais. Et il s'est dit, et si cette idée-là de pattern, et si ça pourrait nous servir aussi pour faire des logiciels? Alors ensuite, ces 4-là, ils lui ont piqué l'idée, ils en ont fait un livre à succès, et il n'en a pas profité. Mais bon, ça, c'est la vie. Les design patterns, vous connaissez. Hein. Ça a marché. Par contre, eux, ils ont continué, ils se sont dit, et si on bossait différemment aussi? Et ils ont essayé plein de trucs, à base de Smalltalk à la base, mais et ils ont accouché de plein de choses, les wikis. Donc il a inventé le wiki, hein, Ward, il a inventé. Donc ensemble, ils ont fait Extreme Programming, plein d'autres trucs que vous utilisez sans savoir que ça vient d'eux. Et il y avait aussi Rebecca Wersbrock et plein d'autres. Alors ils n'étaient pas les seuls à innover quand même, il ne faut pas simplifier non plus. Il y en avait plein d'autres partout dans les États-Unis et ils se sont retrouvés ensemble, vous connaissez, en 2001, dans une station de ski pour faire du ski et se dire tout ce qu'on fait, est-ce qu'il n'y aurait pas des trucs en commun? Et ils se sont mis d'accord sur le fameux manifeste agile, avec des trucs à gauche qu'on préfère plutôt que les trucs à droite. Et ça a changé ma vie. Ça a sauvé ma vie. Et ça a sauvé la vôtre aussi, même si vous ne le savez pas. C'était avant que vous soyez nés, hein, pour certains d'entre vous. Bon alors, qui je suis? Je suis développeur logiciel depuis pas mal de temps, donc depuis 99. 99, c'était à l'armée. On en reparle aujourd'hui, tristement. Mais je suis connu à Paris pour avoir lancé la communauté Softwarecraft en 2011. Et puis, je suis aussi un petit peu connu pour avoir créé avec d'autres la société Arola. Et chez Arola, on a une centaine de passionnés, fans de tous les trucs en DD. Ça, c'est du craft, non? Ça rentre dans la boîte à outils craft. Hein. Et puis aussi, on aide nos clients à utiliser tout ça et à s'y mettre. Donc, reprenons l'histoire. Maintenant, l'Agile a gagné. L'Agile, c'est la nouvelle norme. Mais ce qu'il faut bien piger, c'est que cet Agile Manifesto, il était en réaction par rapport à des trucs qu'on avait abusés grave. Tout ça, on abusait grave. Ils se sont dit, donc, il faut remettre l'équilibre de l'autre côté. C'était le problème de déséquilibre à l'époque, en 2001. Alors, il y avait plein d'autres méthodes. Il y avait plein de trucs. Et si vous voyez tout en haut, on aperçoit Extreme Programming aussi dans la liste. Et moi, j'étais fan d'XP. Extreme Programming. Le problème, c'est que c'est Scrum qui a gagné. Et donc, avec Scrum, on a fait très souvent, on a trop souvent, et de plus en plus, on prend un chef de projet, hey, project manager, maintenant tu es Scrum Master, félicitations, maintenant on est agile. Et puis tout le monde veut devenir agile aujourd'hui, et donc on met de l'agile clé en main, clac, clac, avec plein d'outillages. Et là, moi je suis là, et puis tous ceux qui étaient là, mais vous vous rappelez pas? Le truc là, c'était le truc qu'on préférait l'autre en fait. Hein. Donc, en fait, oups, on est retombé dans un travers. On a un nouveau dogme. Scrum a mal tourné. Et donc, dans ce Scrum mal tourné, on se focus sur les projets et le code, on s'en fout. Et donc, vers 2009, 2011, Sandro Mancuso nous invente ce terme de dire il y a une gueule de bois agile. L'agile, on a bien fait la fête et tout, puis maintenant, on est en train de livrer de façon très efficace, grâce à Scrum, on livre très efficacement du logiciel médiocre. Il est gentil, hein. Il a rayé crap ici, donc de la merde en fait. On livre très efficacement de la merde. C'est pas top. Alors, dans la liste de tous ceux qui étaient là pour le manifeste agile, il y en avait un en bas qui s'appelle Oncle Bob et qui est très vocal. On pourrait dire qu'il parle fort, il parle très fort. Et Oncle Bob, quand il a vu ça en 2009, il n'était pas content. Oncle Bob est pas content. Et donc, il s'est dit, je vais refaire le coup.
Bon, il voulait aussi un peu tirer la couverture. Mais je vais inventer le software craftsmanship. Bon, il n'a pas inventé le nom, hein, il l'a repris. Il y avait un livre qui avait été fait il y a longtemps qui utilisait le mot. Mais c'est un mot qui me va bien, je vais en faire un truc connu. Et donc, il a fait son manifeste qui complète le premier. Donc, le manifeste agile ne remplace pas, mais il complète et il attire l'attention sur qu'il n'y a pas que les trucs à droite. Maintenant, il y a aussi les trucs à gauche qui comptent aussi. Et en particulier, faire un logiciel et le faire bien, c'est important aussi. Bon, tout ça, vous connaissez. Donc, les pratiques de logiciel, d'ingénierie logicielle, ça compte. Et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un manifeste en réaction au manifeste d'avant qui avait été mal compris, un peu tordu et abusé. Vous voyez le pattern un peu? Un élément de réponse, du coup, c'est quoi le craft? Ben, en fait, c'est une réaction à ce qui était déjà une réaction. Et puis si on creuse un peu, en fait, on retrouverait qu'en 1968, c'était déjà, ce qu'on avait en 2000, c'était déjà la réaction à ce qui était avant 1968. Wow. Et en fait, c'est comme ça qu'on fait l'histoire. C'est comme ça que ça avance, en fait. À chaque fois, on fait un truc, on le déforme, jusqu'à ce que des gens se disent, il y en a marre, il faut qu'on corrige. Et hop, on va dans l'autre sens. Et puis ça redérive encore, et il faut repartir dans l'autre sens. Je fais bien l'homme bourré, hein. En fait, c'est comme ça que ça marche, et c'est comme ça que ça marche dans l'art aussi. Ce qu'on considère, ce qui est vraiment, ce que tout le monde recherche à une époque, c'est juste qu'une fois qu'on y arrive bien ou qu'on ait poussé le truc à l'extrême, ben on fait le contraire. On cherche autre chose. Et un jour, ce qu'on appelle art, on change la définition tout le temps, et à la fin, il y a juste quelqu'un qui écrit un texte et qui dit bah, c'est de l'art, et puis on dit oui. Donc si vous allez voir des expos, il faut toujours les comprendre dans le contexte, hein, c'est important, le contexte de l'époque. Parce que 100 ans plus tard, ben, on ne comprend plus du tout l'intérêt, c'est évident souvent, c'est assimilé. Ok, tout ça c'est cool. N'empêche que moi j'étais fan d'XP, et quand XP a été présenté, ben, vous savez quoi? C'était hérétique. Il y en a qui disaient il faut les brûler, c'est horrible. Il y en a qui comparaient même Extreme Programming à un panier de serpents empoisonnés, et si vous en laissez un s'échapper... Je me demande d'ailleurs s'il ne parlait pas en fait de gens qui arrêteraient d'obéir là, dans l'équipe. Si on y regarde bien un petit peu, hein, imaginez. Et en fait, c'est vrai que j'ai un ancien collègue, Fabien Maury, qui parlait de ça. L'agile et l'anarchie, il y a des choses en commun. Et donc, l'autre truc quand même, c'est que dans Extreme Programming, on avait plein de pratiques d'ingénierie. Et donc, ce n'est pas un secret que les équipes qui réussissent, qui sont successful à Scrum, en fait, font Scrum plus Extreme Programming. Et donc finalement, Scrum plus le craftsmanship, quelque part, c'est comme un extreme programming du pauvre. C'est marrant comme idée, hein? Parce qu'en fait, c'est ce qui manque à Scrum, le craft, c'est ce qui manque à Scrum pour faire du extreme programming. Et bien là, c'est cool, on y arrive. Alors, il y avait un petit problème encore, c'est que extreme programming, software craftsmanship, il y a un problème, c'est qu'il y a man dans le nom. Et donc, dans des communautés techniques où on manque de diversité cruellement, et on s'est dit que ça faisait mauvais genre et qu'il fallait donner des signes quand même de bonne volonté. Et donc, on a renommé tout ça il y a quelques années en craft. Donc, on sera désormais des software crafters. En français, c'est générique, ça marche. Et on fera du software craft. Par contre, on a gardé les mots-clés, élever le niveau, faire que le code ça marche, ça ne suffit pas. Vous êtes d'accord avec ça? Il ne suffit pas que ça marche, on veut un peu plus. Il ne s'agit pas de construire seulement la bonne chose, mais il faut aussi la construire bien. Donc en fait, le contraire du craft, c'est souvent plus facile de définir une chose par son contraire, le contraire du craft, c'est la programmation par coïncidence. C'est clic, 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 oh ça marche, oh, faut que j'arrête, sinon je risque que ça ne marche plus. Donc ça, c'est ce qu'on ne veut pas faire. C'est ça exactement le contraire du craft. Alors, comment on fait ça? Eh ben, on va chercher la boîte à outils, et là c'est vrai qu'on a une boîte à outils qui démarre avec tout ça dedans, et qui était une boîte à outils initialisée en 2009. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle encore beaucoup de cette boîte à outils. Mais alors, vous connaissez un petit peu tout ce qui est dedans, mais je voudrais juste rappeler aussi que là, encore une fois, tout dans cette boîte à outils, tout était hérétique à un instant donné. Tout était « Oh my God !» Imaginez quand même, d'habitude, pour faire des tests, vous pensiez qu'il fallait d'abord avoir le truc fini. Puis là, d'un coup, on vous dit « Ben non, on va commencer par mettre le test avant même qu'il n'y ait rien. » Alors là, forcément, il y en a qui se disent « Oh my God !» C'est complètement stupide. Alors bien sûr, après, on a compris que ce test, c'était en fait un petit bout de spec, etc. Et puis qu'on refactorerait après. Entre parenthèses, pour vous auto-évaluer, tous, là, ceux d'entre vous qui disent faire du TDD, si vous voulez vous évaluer, TDD, c'est pas, bien sûr, c'est pas de faire pas de tests, mais c'est pas juste de mettre les tests après, c'est pas juste de mettre les tests avant, non plus. C'est de mettre les tests avant et de refactorer tout le temps derrière. Alors, comme tout ça, c'est très difficile, on n'y arrive pas tout seul.
En général, tout seul, on abandonne, on coupe les coins, on fait des raccourcis. Donc il faut être à plusieurs. Et plusieurs, ça commence à 2. Et donc le pair programming est indissociable. Mais le pair programming, ça s'apprend, c'est pas évident. Mais au début, le pair programming, parlez-en à votre boss et il sera « Oh my God !» Tu te fous de moi? Ou alors je suis d'accord, mais à condition que vous arriviez tous les deux à produire autant de lignes de code que tous les deux séparés. Donc là, vous rigolez parce que vous savez que c'est nul comme remarque. N'empêche que c'est un test intéressant pour savoir si quelqu'un sait de quoi il parle en matière de logiciel. C'est ceux qui croient ça, on n'arrivera pas à faire grand-chose avec eux. Parce que dans leur modèle mental, produire du code, c'est produire la quantité ou un certain nombre de lignes. Le modèle mental est caduque. On ne pourra pas être sérieux avec des interlocuteurs comme ça. Donc on peut essayer de les former, bien sûr. Donc le pair programming, c'est plutôt ça. C'est plutôt quelque chose qui s'apprend, qui s'entraîne, qui se pratique avec de la discipline. Et alors là, c'est l'occasion d'une petite page de pub, parce que le pair programming, il faut l'outiller aussi, et donc un exemple d'outil, c'est le pair on. Une chaise qui permet, et vous voyez là, il y a une alarme pour les 40 heures de travail. Au bout de 40 heures de travail, elle sonne pour vous dire il est temps de rentrer à la maison. Donc voilà, il faut des bons outils pour faire du bon travail. Et donc, dans la boîte à outils de nos têtes, on a aussi BDD. BDD, bien sûr, c'est les conversations, c'est les free amigos. Et bon, je ne vais pas en parler plus, mais vous avez remarqué que le seul qui boit, c'est le billet, là, c'est le business analyst. Hein, dans l'image, c'est celui qui a la binouse. OK, et puis il y a la boîte à outils Legacy. Et donc, le Legacy, en gros, c'est vous voulez changer le code, il dit non. Bon, donc je reprenais. Le softwarecraft, c'est une sorte de XP du pauvre, mais il y a des trucs en plus. Il y a aussi la posture. La posture, comme par exemple savoir dire non. Et donc si on vous demande un truc impossible, genre estimer tout ce qu'il faudra faire pour livrer ce truc-là qui va prédire ce que le client il va acheter, combien de temps ça va mettre? Et ça pourrait pas être un peu moins? Donc là, vous connaissez le piège, bien sûr. Hein. C'est écrit devant vous, en plus. Vous allez dire un truc qui sera peut-être, et puis ensuite, on va vous dire, là, la deadline, et c'est moitié. Donc ça, on n'est pas content. Mais quand on n'est pas content, on peut dire, bah d'accord, ou alors on peut dire, bah non. Non. En fait, on appelle ça le professionnalisme. Quand vous allez voir votre dentiste, il ou elle vous dit, il faudrait 3 séances. Et là, vous êtes, non, on ne pourrait pas faire en 2, ça m'arrangerait, c'est moins cher. Alors, vous pouvez essayer, hein, mais je pense que ça finira quand même avec 3. Et vous serez content d'en faire avec 3, parce que vous faites confiance à votre professionnel. Ok, donc Cyril, tu es bien gentil avec tout ça. Tu es bien gentil, mais en fait, quand même, le monde, il a bougé depuis. En 2009, on faisait du Java, du C#, et c'était à peu près tout. Et donc, on appelait ça faire de l'objet, mais en fait... Bon, bref. Depuis, il y a eu plein de disruptions. Des technologies qui changent et tout. Donc bon, en JS, vous savez de quoi je parle, mais... Globalement, quand même, il faut bien comprendre qu'on est dans une industrie qui est réellement une industrie de fast fashion. Fondamentalement, on est dans une industrie de fast fashion, comme les Gap, Zara, H&M. Donc des collections toutes les 3 semaines, ça tourne, on ne retrouvera jamais, il n'y a pas de suivi, etc. Donc c'est ça. Donc ça, c'est marrant pour s'amuser. Par contre, quand on vieillit, on en a marre de réapprendre, et on peut s'inquiéter. Est-ce que tout ce que je sais, je dois le réapprendre sans arrêt à chaque fois? À votre avis? Ben non, hein. Carrément pas. Pourquoi? Bon, il y a déjà que les nouveaux fournisseurs de CAM, ils s'inspirent du truc d'avant pour faciliter l'adoption de leur truc. Donc tout ressemble à du MVC quand même, plus ou moins, hein, par exemple. Parce que tout le monde a fini par à peu près comprendre un peu MVC. Non, c'est pas vrai en fait. Mais à essayer de... En tout cas, il y a plus de... Ouais, bref, vous voyez ce que je veux dire. Si ça ressemble à du MVC, il y a quand même plus de chances que ce soit pris. Ouais. Par contre, il y a des trucs encore derrière tout ça qui sont plus importants, qui sont les attitudes. Et ça, par contre, c'est super réutilisable dans le temps très long, au travers de plein de technologies. Alors, de ces attitudes, j'en ai toute une liste. Là, je vais commencer par celle que je trouve la plus importante, c'est considérer ce que vous appelez le système. Il y en a encore qui pensent que le système, c'est juste le bout de code qui est là-bas, ou tous ces repos là-bas. Mais non, le système, c'est le code et vous, ceux qui le maintiennent. C'est comme si on disait, là, c'est les machines à vapeur ici, et tous les techniciens autour qui n'arrêtent pas de resserrer, réparer les fuites et resserrer les boulons. C'est ça, le système. Donc, en fait, le système, il contient des humains, et donc il est complexe comme des humains. Partant de là, toutes les autres attitudes découlent de ça. Par exemple, un goût pour la simplicité, parce que les humains, la complexité, ils ne sont pas très bons à ça. Des goûts pour une préférence pour tout ce qui est standard. Il y a moins à expliquer, il y a moins de problèmes à comprendre quand les choses sont plus standards. Nommer, c'est important, parce que pour les humains, le système, il s'en fout, mais le logiciel s'en fout, mais pour le système avec des humains dedans, c'est ce qui fait qu'on arrivera à collaborer.
Les dépendances, dans un talk, je dis que les dépendances, c'est des to-do list contrôlées par d'autres pour plus tard. Ça va vous amener des problèmes plus tard à votre insu. Et puis, même si c'est vous, avec vous, on sait ce que ça donne aussi, les dépendances. Donc, en fait, il y a une attitude, c'est d'être très radin sur tout ce qui est dépendance. Après, il y a plein d'autres trucs. Mais ce qui est marrant dans les pratiques, c'est que les pratiques, souvent, servent en fait de prétexte à apprendre des attitudes. Et ensuite, on peut garder les attitudes, même si on jette les pratiques. Des technologies amènent des pratiques, qui amènent des attitudes, et on peut toujours récupérer les attitudes, même si on jette la technologie et qu'on passe pour la suivante. Une autre attitude que vous connaissez bien, c'est quelque chose qui fait mal, il faut le faire le plus souvent possible. En fait, vous le connaissez tous, ça s'appelle le principe de la vaisselle. Donc un exemple concret, c'est déployer, c'est pénible, c'est compliqué, de moins en moins, mais ça l'était et ça l'est encore plein. Donc on va déployer tout le temps. Et donc bien sûr, c'est ce qu'on appelle continuous delivery. Mais continuous delivery, ça commence à être accepté, mais quand même, il y a 10 ans, c'était c'est vraiment n'importe quoi, c'est super dangereux, on va mourir. Alors, il y a un truc qui n'est pas fini comme démarche et qui est encore oh my god, c'est que vous avez appris le dry, don't repeat yourself, et vous êtes encore en train de l'apprendre à tous vos collègues. Le problème, c'est que maintenant, l'univers des systèmes grossit, et maintenant, il faut comprendre aussi que dry, si vous prenez un truc, et il y en a le même là, et vous les factorisez, maintenant, vous avez attaché les deux côtés ensemble. Vous avez créé du couplage. Et le couplage, c'est moyen. Donc, en fait, on aime bien aussi le découplage, même au prix d'un peu de duplication. Alors, attends, Cyril, là, tu es en train de me dire qu'il y a une attitude qui dit qu'il faut éviter la duplication, mais il y en a une autre qui dit qu'il faut aussi en accepter pour découpler. Bah ouais. C'est-à-dire, j'ai une bonne pratique, et j'ai l'autre bonne pratique qui dit le contraire. Alors, la solution, bien sûr, il y a quand même, bien sûr, là vous connaissez la réponse, c'est ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Quand on dit ça dépend, en fait, ça veut dire que ça dépend d'un contexte. Et par exemple, ça c'est mon attitude aujourd'hui, c'est ma préférence. C'est dans le petit, on va préférer le pas de duplication, donc dry, comme d'habitude, donc à l'échelle d'un composant. Par contre, dans le grand, à l'échelle de plusieurs composants, entre microservices, on préférera le découplage, quitte à répéter des trucs, des données, des bouts de modélisation. En fait, on ne les répétera pas complètement, mais il y aura des choses en commun quand même, il y aura un peu de duplication qui fait qu'on aura l'autonomie nécessaire à avoir un truc qui grossit sans que tout le monde soit attaché ensemble. Donc, là, on arrive à une super attitude qui est qu'en fait, il n'y a pas de best practices. Il n'y a que des bonnes pratiques dans des contextes. Je pose ça là. Et je laisse mûrir. Donc finalement, votre boulot à partir de là, c'est que tout ce que vous allez apprendre encore dans ces 2 jours, c'est quand vous voyez une pratique, quand quelqu'un vous amène une pratique, on doit apprendre la pratique. Enfin, souvent, on doit désapprendre les pratiques d'avant, quand même un peu. On doit désapprendre des réflexes qu'on avait qui étaient un peu tordus. On apprend la pratique, et puis on apprend aussi quand est-ce qu'il ne faut pas l'utiliser. Alors vous savez ça en fait, hein, c'est comme ça qu'on fait pour les design patterns. Au début, vous les abusez, puis après vous apprenez quand est-ce qu'il faut s'en passer. Tout est contextuel. Pour vraiment enfoncer le clou, ne soyez pas dogmatique, donc soyez le contraire de dogmatique, c'est-à-dire catmatique. Elle n'est pas de moi, hein. C'est pas de moi, c'est pas de moi. C'est un truc standard des conférences Socrates, des non-conférences Socrates. Je ne sais même pas l'auteur d'ailleurs. Donc, don't be dogmatic, be catmalic. Don't be dogmatic, be catmalic. Donc, pour ceux qui ne savent pas lire, il y a aussi la version avec les images. Pas ça, ça. Ouais, voilà. C'est clair? Ok. Donc, ça, c'était la boîte à outils 2009. Donc, elle nous a permis d'apprendre plein de trucs, de grandir. Bon, il serait temps de l'étendre un peu quand même. Qu'est-ce qu'on a eu comme innovation depuis 2009? Alors, je l'ai classé par catégorie, parce que j'aime bien tout structurer, je suis un petit peu rigide comme ça. Il y a la catégorie plus de bonnes choses. Par exemple, itératif, tout ça, c'est cool, on aime bien. Donc, en fait, on aimerait bien en faire plus. Donc, on continue. Bah, finalement, le projet, il n'y a plus de projet, il n'y a que des itérations. On n'a jamais fini, donc on passe en produit, finalement. Mais c'est naturel, c'est l'évolution de la chose. Un autre truc, vous aimiez bien l'archi-hexagonal, n'est-ce pas? Archi-hexagonal! Archi-hexagonal! Ouais! Bon, alors, c'est super bon, l'archi-hexagonal. On a envie d'aller encore plus loin. On va faire du functional core imperative shell. C'est de l'hexagonal plus. Il y a des règles en plus à l'intérieur, pas d'effet de bord. À l'extérieur, on met tous les effets de bord. Par contre, on fait du code très simple, un petit peu comme des petits scripts. Bon, en vrai, vous pouvez mettre entre ça hexagonal, mais c'est un nouveau truc qu'on apprend à faire. Après, il y a toute la catégorie des no quelque chose.
Par exemple, nos estimates, nos machins, nos projects, nos ops, beyond budgeting. Beyond budgeting, c'est pas de budget, c'est le faire autrement, en flux toujours. Il y a un pattern même dans tout ça. Et si on vous embête avec no, vous savez la réponse, ça ne veut pas dire non, ça veut dire pas seulement, not only. Voilà, ça c'est pour se débarrasser des gênants. Mais en fait, on voulait quand même un peu dire non. Après, il y a la catégorie des nouveaux trucs super intéressants comme le functional programming. Oh là là, depuis 2009, c'est la rage. Donc au début de la boîte à outils Craft, on l'a mis dedans, mais c'était tout neuf, on apprenait à en faire. Et c'est tout, évidemment, comme c'est tout nouveau depuis les années 50, il est temps de s'y mettre, n'est-ce pas? Donc il y en a dans le sujet, il y en a dans le programme de la conf, allez-y. Un nouveau truc aussi qu'on a mis dans la boîte à outils, c'est le property based testing. Ça ne remplace pas les autres types de tests, mais ça les complète. Donc si vous n'avez pas encore ça dans votre index mental, allez voir un coup. Et donc ça, c'est quelque chose de très très nouveau depuis 2000, avec John Hughes, et ça vient de Haskell. Alors, entre parenthèses, oui, voilà, astuce de pro. Si vous voulez connaître le futur de Java ou de C#, allez voir côté de Haskell. Bon, vous ferez jeter, vous ne serez pas forcément bienvenu, tout ça, mais si vous voyez, là c'est le futur, et dans 10 ans, vous aurez des trucs qui seront rétroportés dans vos langages favoris. En gros, c'est le pattern. C'est pas vrai? C'est un peu ça quand même. Alors, un autre truc qui a changé, c'est qu'en 2009, on faisait très peu distribué, et quand on le faisait, c'était avec un serveur d'application. Depuis, on en fait beaucoup plus, et tout le monde a de plus en plus de chances d'en faire. Et donc, je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce qu'il a une excellente conférence en vidéo disponible sur YouTube, et qui est très populaire, de Cyril Martrère et de Arnaud Loyer. Donc, je vous invite à aller la regarder. Bon, c'est 2h40, mais ça cartonne. Bon, personne n'a réagi, c'est moi. Alors après, il y a la catégorie les innovations faites par des jeunes, parce que bien sûr, innover, c'est un truc de jeunes, c'est bien connu. Donc voilà, 2 jeunes gens qui ont amené à eux seuls 4 innovations. Ils ont amené le programmeur anarchy, le mob programming, les no estimates et les microservices, quand même. Donc tout ça, c'est des trucs qui sont arrivés depuis et qu'on apprend à faire. Donc je vais juste mentionner un petit peu le mob programming, parce que celui-là, il est quand même vachement important. C'est donc, vous connaissez le principe, c'est du pair programming ++, donc c'est encore une bonne chose qu'on pousse plus loin. Mais ça change quelque chose quand même d'être à toute l'équipe dedans. Et donc ça mérite, c'est toute l'équipe qui bosse sur une seule tâche en même temps. Donc là, votre boss, mais parlez-lui de mob programming pour faire accepter le pair. Ça marche. Un truc à la fois. D'un coup, le pairing devient raisonnable. Alors, mais ça, par contre, c'est super important, ça s'apprend. J'ai fait le workshop avec Woody il n'y a pas longtemps, et je recommande vivement, on apprend vraiment des trucs, comme par exemple la STER. Mais bon, ça c'est un... Bref, il faut le faire pour comprendre. Donc, l'évolution du pair programming, c'est le mob programming. Donc là, on est encore dans plus de bonnes choses. Et puis, il y a des évolutions comme ça de plein de choses. Monsieur Weber parle de... Benji Weber parle de modern XP. Globalement, ça veut dire Extreme Programming était extrême. Maintenant, on passe au extreme Programming. En gros, c'est ça. On va encore plus loin. Alors, dans les nouveautés aussi à mettre dans notre boîte à outils, il y a le SOA. Ah oui, on ne dit plus comme ça, en fait. Il semblerait que quelqu'un ait enfin trouvé la façon de le faire bien. Et on appellerait ça microservice. Mais alors, en fait, ce qui va aider à le faire bien, c'est bien sûr la boîte à outils Domain Driven Design. Indispensable, mais on n'a pas le temps de parler de tout aujourd'hui. Mais c'est le truc clé pour ça. Bon, puis ensuite, il y a la catégorie de toutes les innovations qui balayent tout. Par exemple, on va avec machine learning, il y a le code à la vieille, on l'écrit soi-même, puis il y a le machine learning qui apprend tout seul. Et donc, si vous faites du machine learning, vous avez besoin de rien d'autre parce que c'est complètement nouveau, ça balaye tout. En fait, non. Les gens de Google, ils ont un peu d'expérience dessus, et ils ont fait un papier intéressant qui parle de dette technique. Ça vous parle, la dette technique? Et qu'est-ce qu'ils trouvent? Ils trouvent qu'en fait, même en machine learning, on parle de design, on parle de problèmes de couplage, on parle de dépendance de données. En fait, tous les vieux problèmes dont on croyait s'être débarrassés avec le machine learning comme par magie, ils reviennent par la fenêtre. Et en fait, donc quand je lis cet article, je ne suis pas familier avec le machine learning, donc la techno n'est pas familière. Par contre, les problématiques mentionnées sont ultra familières. Ça, c'est intéressant, ça. Ensuite, big data, même topo. Big data, il y a le code en Java à la vieille nana, puis avec une STAP MapReduce, tout est différent, on va dire. Et donc, on n'a pas besoin des vieilles pratiques. J'ai accompagné un projet qui faisait ça, et en fait, les bandits de contexte, par exemple, pour prendre un exemple au hasard, la gouvernance des données, le context mapping, tout ça, c'est toujours aussi vrai. C'est comme si, en fait, il n'y avait qu'une seule façon, il n'y avait qu'une forme de programmation, c'est
Et l'inventeur de Erlang qui vient de partir, malheureusement, l'avait dit dans une conférence, et il n'y a que lui qui pouvait écrire ça sur un slide de conférence. Programmer, c'est mettre du code et des données ensemble. Peu importe comment on s'y prend. Et c'est toujours vrai, en fait. Tant que ce sera vrai, il y aura toujours une même physique de code avec des mêmes problématiques et des humains qui devront raisonner sur tout ça et qui reviendront à des solutions qui se ressemblent. Une troisième, bien sûr, nouveauté qui balaye tout, c'est les transfos digitales, bien sûr. Avec des images qui vont bien, voilà, ouais, transfo digital. Alors donc ça, c'est tout nouveau, et vous ne savez pas ce que c'est, et comme moi, vous avez dit, c'est du bullshit, je ne regarde pas. Mais c'était juste qu'à découvrir que dans ce bullshit, il y avait une opportunité de faire des bonnes choses quand même, et vous pouvez aider. Vous pouvez aider en constatant que finalement, le bon côté des transfos digitales, c'est l'occasion de faire le point sur le métier, et enfin de refaire un peu de métier dans votre code. Parce que, je ne sais pas vous, mais quand même, l'univers, ça fait 10-15 ans qu'il passe son temps à faire de la plomberie pour connecter des trucs ensemble et faire des beaux écrans dessus. Et le code métier, très souvent, il était dans le mainframe, il était dans le vieux machin legacy là-bas, et il y a toujours. Et ça occupe 2 personnes sur 15. Tous les autres, ils font des tuyaux, des tuyaux, des tuyaux. C'est dommage quand même, parce que quand on parle de DDD tout le temps, tout le monde a envie d'en faire, mais en fait, l'occasion d'en faire, il y en a très peu. Les transfos digitales, c'est l'occasion de prendre les métiers et pas juste de le recopier en code de façon domain-driven, le recopier fidèlement, mais le recopier intelligemment, mais recopier quand même. C'est aussi le comprendre fidèlement et ensuite lui faire un sort, le remettre en question avec les gens du métier pour que, enfin, depuis l'invention de l'ordinateur, les métiers s'adaptent vraiment aux bénéfices de la technologie numérique. Parce qu'on dit numérique en fait. Bordel. Il manque le petit sticker, mais j'adore les stickers Sadji là-dessus. Dit digital encore une fois. Et donc, avec Domain Driven Design, on peut aller vers du Software Native Businesses. Ça sonne bien quand même. Hein. Je pense que ça pourrait être le nouveau mot pour Domain Driven Design. Mais ça nous permet en fait, réellement, ça permet de récupérer tout notre investissement de compétences en Domain Driven Design, de sorte que vous pourrez disrupter plutôt que d'être disrupté. N'est-ce pas? Je pensais que ça vous ferait rire, mais non, en fait, vous êtes blasé. Bon, alors dans tout ça, est-ce qu'il y a des vraies innovations? Ben, il y en a quand même. Et c'est ça le truc, c'est que jusque-là, je fais un peu vieux radoteur qui dit « Oh, j'ai déjà tout vu, oh, tout se ressemble, oh, tout est un peu comme avant quand même ». Alors, c'est quand même vrai, c'est vachement vrai, mais si on reste que dans cette posture paresseuse, on rate les vrais changements qui changent vraiment le game. Et il y en a quand même qui arrivent. Donc, dans les vraies innovations qui vous mettent la tête à l'envers, mais en fait, au début, finalement, on devient du côté de ceux qui disent c'est hérétique, c'est n'importe quoi, ça ne marchera pas. Ou alors c'est juste comme avant, je ne vois pas ce qui est nouveau. Et régulièrement, pas toujours justement, mais de temps en temps, c'est qu'on a raté quelque chose pour de bon, si on pense comme ça. Donc on doit être prêt quand même à se remettre en question sur des trucs et prêt à se remettre la tête à l'envers en cassant des certitudes. Alors dans les vraies innovations que je mets dans cette catégorie, c'est un peu personnel, mais bon, à petite échelle, réactif, c'est quand même vraiment nouveau. C'est quelque chose qui est quand même nouveau. Il n'y en avait pas, maintenant il y a. Bon, je ne suis pas très familier justement, mais c'est un point ça fait partie de trucs qu'il faut que je creuse pour bien piger le truc. Il y a tout ce qui est microservice, mais l'important, ce n'est pas le mot service, c'est le mot micro. Et la vraie révolution, c'est dans le micro. Il faut bien piger que le truc génial, c'est le micro. Micro, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est le principe du Tupperware, j'appelle ça, dans le frigo. Dans le frigo, à gauche, vous avez un frigo standard, comme avant. Et donc, si vous avez de la bouffe dedans, et elle se met à pourrir, et quand ça commence à pourrir, votre frigo, un jour, il est tout pourri, et il faut tout jeter, tout racheter. C'est pas pratique du tout, ça coûte cher. Le bénéfice du micro, la façon de penser micro, c'est de dire, je vais mettre des petits Tupperware, vous n'êtes pas obligé d'en faire des Docker, hein, mais des petits Tupperware, vous confinez chaque petit bout, même logiquement, même avec Maven à la limite, si vous faites attention aux dépendances de pommes, et chacun va pourrir dans son coin indépendamment. Ça change tout. Ça change que maintenant, vous avez optimisé pour la remplaçabilité d'un petit bout, ce qui est très facile à faire, ça ne coûte pas trop cher, on va oser le faire. Ça change tout. On optimise la remplaçabilité en ayant des bouts qui ne sont pas trop gros. C'est comme le too big to fail. Là, on ne veut pas du too big to not replace. Too big to keep, on ne veut pas ça. Un autre truc qui change la tête et qui met la tête à l'envers, et qu'au début on balaye parce qu'on voit le marketing d'abord, on voit le marketing qui arrive et qui déroule, serverless, nanana, ça.
Et en fait, c'est sérieux quand même. Il y a un truc vraiment derrière. Ça change toute la façon de faire l'archi qu'on avait l'habitude de faire. Vous avez l'habitude de mettre toujours un frontal, c'est un service qui fait frontal devant tout, devant vos utilisateurs. Ben, en PaaS, en général, on ne va pas le faire tout le temps du tout. On donnera accès des fois direct à du S3 ou à des trucs. Donc ça change des réflexes de fond. Donc là c'est un point d'attention. Donc il ne faut pas se jeter dessus tout de suite, c'est pas ça qu'on dit. Hein. C'est le temps d'investir, de commencer à creuser et de se poser la question, c'est quoi le craft de ce truc? Et puis dans les autres trucs nouveaux aussi, bien sûr, tout ce qui est chaos engineering et plus généralement tout ce qui est testé en prod. Alors tester en prod, c'est intéressant parce qu'en 2009, là par contre, on aurait été unanime à dire « le faites pas ». Ah! Mais aujourd'hui, on dit, en fait, quand on teste hors prod, c'est jamais qu'une préparation pour mettre en prod et tester en prod, en fait. Ah, elle le dit bien, Carity Major. Elle le dit, il n'y a que la production qui est vraiment la production. Encore une fois, il faut être Carity Major pour oser dire un truc aussi clair et aussi simple, mais ça, on comprend bien ce qu'elle veut dire. Et donc, il y a des techniques pour ça, et c'est des choses qui sont nouvelles, vraiment. Avec des postures, avec bien sûr, et l'outillage avec. Et donc, aujourd'hui, il y a des sessions sur l'observabilité, par exemple, qui est un prérequis. Tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que les « Oh my God », c'est ça qui nous, finalement, ça nous sert aussi d'indice. Qu'est-ce qui vaut la peine d'apprendre? Et quand le progrès se fait au travers de postures hérétiques, de gens qui nous amènent des trucs incroyablement stupides. Parce qu'en fait, la limite entre l'innovation et la stupidité, elle est très fine. Comment on fait du coup pour provoquer de l'innovation? Parce que vous pouvez être les acteurs de l'innovation. C'est très simple, faites des trucs débiles. Délibérément, par contre, hein, délibérément. Délibérément, ça change tout quand même. Donc, je ne vous dis pas de prendre des risques pour votre vie ou de faire des trucs dangereux. Mais par contre, il y a des trucs débiles qui sont pas dangereux. Par exemple, on va se travailler un quart d'heure sans se parler en binomage. Et là, vous allez travailler votre collaboration, votre communication, votre documentation, votre style de code, votre nommage. Plein de trucs. Ou pire encore, vous voulez apprendre TDD. Donc ça, on est dans des classiques craft, là, faites du pair programming de mauvaise foi. Essayez de rendre la vie de votre binôme impossible. Et en faisant ça, vous allez améliorer votre style de TDD. Alors, jusque-là, on est dans des classiques. Par contre, se dire, et si on faisait le contraire de ce qu'on fait d'habitude, c'est quand même intéressant, parce que par exemple, j'ai été sur des projets legacy énormes, où on cherche à rendre le legacy mieux. Alors, legacy, on dit legacy remediation d'habitude, pour remédier au legacy. Mais à un moment donné, il y a un développeur qui a dit, et si on faisait tout le contraire? Et si on décidait de ne plus jamais livrer le legacy? Et c'est ce qu'on a fait finalement, et c'était la meilleure idée. Et donc, par exemple, on a décrété des slogans, donc on arrête de nourrir le monstre, on arrête de l'améliorer, parce que plus on l'améliore, plus on le fait vivre longtemps. Et puis, on interdit de changer le système, sauf pour permettre de moins le changer derrière. Donc ce changement-là, c'est pour la dernière fois dans cette catégorie de changement. Des choses comme ça. Bien sûr, le changement a glissé ailleurs, en dehors, mais donc on a gagné. Et donc, votre but numéro 1, qui était de l'améliorer, il est devenu exactement le contraire, qui est de surtout pas l'améliorer et l'enterrer. Mais soyons clairs, il est toujours en prod. Et il va rester en prod. C'est juste qu'on ne le maintient pas. Et donc, c'est une stratégie. Ça paraît débile, ça marche. Alors, des trucs débiles qui marchent, on en connaît plein. Vous connaissez les Object Calisthenics, des règles un peu à la con. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de les comprendre pour les appliquer, mais ça aide votre style de code. Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est les Calisthenics fonctionnels. Donc, c'est sur un blog de Codurance. C'est 2017, donc c'est pas vieux. Et en repensant aux 12 factors, je me demandais si ce ne serait pas un peu un début de Calisthenics de Cloud PaaS. Et alors, ce n'est pas aussi radical que les autres, mais du coup, mon collègue Arnaud, est néanmoins ami, et CTO d'Arola, me faisait la remarque que pour lui, il faudrait être un peu plus radical, et il faudrait par exemple des règles encore plus radicales comme minimum 2 services de chaque truc. Ça vous oblige à être stateless, ça vous oblige à gérer le scaling, ça vous oblige à plein de bonnes choses. Vérifiez que vous pouvez tuer avec un crash brutal et que vous n'avez pas de cohérence de données foireuse. Donc faire gaffe à comment les flushs de transactions se passent, tout ça, ça ne fait pas de mal. On pourrait imaginer aussi de dire maximum 12 heures de uptime autorisé, après tu es mort de toute façon. Ou toutes sortes de trucs un peu à l'emporte-pièce, à condition que ça aille dans le sens d'améliorer le résultat ou de vous forcer à améliorer votre design. Donc ça, c'est qu'un début. Je vous encourage à le continuer si vous voulez sur Twitter, ou partager, ou faire un blog si vous avez des idées de comment il faudrait faire des cloud calisthenics, pas IaaS, hein, PaaS ou serverless. Le IaaS, on s'en fout vraiment complètement aujourd'hui.
C'est le quotidien de beaucoup de monde, hein. C'est pas ça que je dis, c'est pas du mépris, mais c'est que le futur, c'est pas là. Donc innover, c'est aussi tricoter, bêtement aussi, les attitudes classiques de craft, croient les nouveaux trucs, nouvelles technologies, nouvelles problématiques, distribuer massif, nouvelles techno, et on peut faire de l'innovation comme ça, à condition de garder, comme on dit dans les Socrates, dans les conférences craft, expect to be surprised, parce qu'en fait, régulièrement, l'attitude traditionnelle, on va peut-être l'inverser des fois. De temps en temps, on l'inversera. Essayez des nouveaux trucs, et quand vous voyez un truc qui va bien, faites-en plus. C'est comme ça que le mob programming est arrivé. C'est comme ça qu'Xtreme Programming est arrivé. Xtreme, ça voulait dire, ce truc-là, on a trouvé que c'est bien, on a décidé de le faire à fond. C'est ça que ça voulait dire, Xtreme. Si vous manquez d'idées, on a collecté plein d'idées sur tout ça en 2014 avec un confrère, Eric Lefebvre-Ardant, et elles sont toutes sur le Twitter WeirdDev. Vous avez là 260 ou 300 idées de trucs un peu stupides à essayer pendant votre pause déjeuner, pendant un sprint, pendant juste une tâche. N'importe quoi. En closing, en conclusion de tout ça, c'est très simple, achetez mon livre. Il existe, il est vrai, il est en papier, il est beau, amoureusement, il est magnifique. Et je vais en faire gagner un juste à la fin de ce talk. Yeah. Alors, le craft, en résumé, dit « Only way to go fast is to go well », comme disait Oncle Bob. Et donc là, c'est ma chérie qui fait des petits dessins. Donc c'est un dessin de mon livre, d'ailleurs. Donc ça, on le reconnaît ou pas, Oncle Bob, là? Ouais. Ouais, le petit rictus un peu pervers, là. Ouais. Je pense que, quitte à faire des prédictions, c'est pas évident, surtout sur le futur, je pense que tout le monde va coder, même sans le savoir. Donc, en fait, vos managers le font déjà dans leur Excel, mais ils n'appellent pas ça coder, mais c'en est. Et par contre, ils ne savent pas que ça pourrait être testé, que ça pourrait être refactoré, mais ils devraient. Le craft, ça va mal finir. Là, j'ose le dire, franchement, soyons clairs, le craft, comme Agile, voilà, vous avez compris. Hein. Parce qu'une fois que c'est successful, tout le monde en veut, et donc c'est là que c'est complètement foutu, quoi. Bien sûr, c'est clair. Et donc, il faudra trouver un nouveau mot, et un nouveau thème fédérateur. Le craft, c'est le professionnalisme, bien sûr, et j'en ai parlé mais j'ai pas le temps, mais c'est vraiment con. Il y a aussi tout ce qui est transmission de savoir, mentorer les autres, et donc sortir de votre bureau et aller dans des meet-up. Mais si vous êtes là, c'est sans doute que vous le faites déjà. Mentorer les autres. Et puis donc, il faut critiquer. Vous pouvez et vous devez critiquer toutes les pratiques. L'agile qui n'en est pas, ou même l'agile qui en est, mais qui ne correspond pas à votre contexte. Il ne faut pas hésiter à réaliser que ce n'est pas parce que les autres le font qu'on doit le faire aussi. Si vous faites du Spotify, c'est pareil. Spotify, ça a marché pour eux, ça n'a rien à voir avec vous. Et si vous faites du safe, non, je vais pas. Bref. Repensez au contexte de toutes les idées qui viennent. Elles étaient faites pour quel contexte? Est-ce que c'est le mien? Et ça répondait à quel problème à l'époque? Et donc la question qui reste, c'est ce sera quoi la prochaine réaction à la réaction courante? C'est une question qu'on se pose, j'en sais rien. Merci de votre attention. Et alors, c'est le moment du quiz pour gagner ce bouquin. Donc, 3 petites questions. Vous vous connectez. On peut me laisser l'écran? Hop. Vous inquiétez pas, c'est flûte. Ah, il m'a déconnecté. Excusez-moi, vous pouvez me remettre la vidéo? L'écran? Ah, c'est l'écran? Ah oui, c'est vrai. Ce quiz, décidément, ce quiz m'aura fait plein de soucis. Et donc, le Happy Ending Quiz, vous êtes connectés, vous inquiétez pas, c'est pas un vrai petit déjeuner parce que c'est des chocolatines. Normalement, ça devrait être des pains au chocolat. Alors, allons-y. Si vous pouvez sortir si vous ne pouvez pas attendre, mais... Ok, il y a plein de joueurs. C'est parti, première question. Poum. Oh là là, il y a tellement de joueurs que ça galère. Première question, c'est parti. Paf! En TDD, changer le code sans changer son comportement, c'est réponse 1, c'est stupide, pourquoi s'embêter? Réponse 2, c'est du refacto. Réponse 3, c'est jouer avec le feu. Réponse 4, c'est indispensable à la fin de chaque sprint. Attention, il y a un piège. Il y a un temps limite. Hein.
40 secondes. Hop. Et les gagnants sont tout ça. Something went wrong. OK. Donc, c'est du refactoring. Là, vous avez tout bon. Alors, le plus rapide, les plus rapides. Oh, j'espère qu'il n'y a pas trop d'ex-aequo. Vous étiez rapide. Mais il va donner un gagnant, normalement. Il y a une deuxième question. En DDD tactique, si c'est la même chose, même quand ça change, alors on appelle ça un value object, une entité, un domaine service, où plus ça change, plus c'est la même chose. C'est moins facile celui-là, hein. C'est moins facile. Hein. Et alors, paf, résultat. Déjà, ça a dégagé. Hein. Si ça change et qu'on continue de dire que c'est la même chose, c'est bien qu'on a affaire à quelque chose qui est de nature entité. Et la dernière question, la plus importante. Donc là, on a le score encore. Et donc, un gagnant se dégage. Thomas, tu mènes. La prochaine big thing du craft, c'est quoi? Attention, il y a un piège. C'est JavaScript partout, plus besoin de développeurs ou développeuses, ou documentation vivante. Ah là, il va y avoir un choix difficile à faire. Hein. Bon, voilà. Quand on aura le gagnant, il ou elle repartira avec ce bouquin, et peut-être une dédicace, si vous souhaitez aussi. Et merci de votre attention. Et donc, c'est officiellement la pause chocolatine. Ah! Et donc, qui a gagné? Alex. Alex, voilà. Qui est Alex? C'est toi.